étiez dans un camp. Oui, mais tu sais, ce n'est pas grave. On va goûter. Tu veux du Nutella? Je n'avais pas encore ouvert la porte. En écrivant le livre, vous l'avez fait 22 ans plus tard. Pourquoi avoir tant attendu? Pourquoi? Parce que d'abord, je fais partie de la génération, la toute dernière génération qui a vécu la Shoah comme petite entre 4 ans et demi et 6 ans et demi. Et on n'en parlait jamais, personne n'en parlait. Les adultes n'en parlaient pas, et je vois mes parents n'en parlaient pas entre eux, devant moi en tout cas pas, parce qu'ils étaient persuadés que quand on est petit, on n'est pas concerné. C'est comme dans les hôpitaux. Quand il y a longtemps, on disait que les enfants n'avaient pas besoin d'avoir des médicaments pour ne pas avoir mal, parce qu'un enfant n'a pas mal. Donc, et comme on n'en parlait pas, ça n'avait pas existé pour nous. Et en fin de compte, c'était facile. Je n'avais presque pas de souvenirs. Et je n'avais pas besoin de m'en souvenir, puisque je n'étais pas concernée. Et donc j'ai attendu vraiment très longtemps. Et j'ai même une anecdote là-dedans. J'étais tout de suite après la guerre, j'étais dans une école juive, Rochepila, à Amsterdam. Et j'étais dans une classe, on était 41 élèves, 41 garçons et filles, qui tous avaient été soit dans des camps, soit cachés, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants cachés aux Pays-Bas. Il y en avait un qui avait été dans un camp en Indonésie. Mais tous, on avait été dans des camps. Et j'ai même été dans ma classe avec 5 autres élèves dans les mêmes camps. Mais on n'en parlait jamais et je n'étais même pas amie avec les enfants avec lesquels j'avais été dans les camps. C'était un truc qui n'existait plus. Et quand ma mère est décédée dans la religion juive, il y a la semaine de Shiva. Et on l'a fait dans la maison. Et ma mère est décédée à l'âge de 104 ans. En 2019, et on a fait la Shiva dans sa maison, et les gens venaient. Et on était là pendant une semaine, et un des jours, quelqu'un sonne à la porte, je lui ouvre la porte, et je dis bonjour, vous êtes qui? Et il me dit, je suis Yop Asher. Et je le regarde, j'ai carquillé mes yeux, je dis, tu es le petit Yop Asher de ma photo de classe. Et il me fait, oui, et puis il s'assoit à côté de moi et on parle. Et je dis, et toi, tu as été où pendant la guerre? Il a dit, j'étais à Bergen-Belsen. Je dis, moi aussi, j'étais à Bergen-Belsen. Il a dit, oui, mais toi, tu es revenu avec tes parents. Et moi, je suis revenu sans parents. Or, tout le monde savait qu'il y a le petit pendant l'école, quand j'étais dans la même classe. Tout le monde savait que Yop Asher habitait, Yop Asher, il était petit, il habitait chez une tante. Mais pourquoi il habitait chez une tante? Personne ne demandait pourquoi il habitait chez une tante. Il habitait chez une tante. Et ma meilleure amie n'avait pas de père. Et puis je lui ai jamais demandé pourquoi tu n'as pas de père. Son père est mort dans les camps. Chacun avait son étiquette et c'était comme ça. On ne demandait pas le pourquoi, c'était comme ça. Et donc il était facile pour moi de continuer de ne pas me souvenir, puisque mes souvenirs étaient très rares, et c'est venu beaucoup plus tard, mais on va y arriver. Vous dites aussi dans le livre que vous avez gardé ce silence pour protéger votre famille, pour empêcher vos petits-enfants d'être malheureux. Peut-être, je ne sais pas, peut-être ça a commencé en fin de compte tout de suite, parce qu'on a été pris donc en mars 1943 et on a été mis, mes parents, dans le théâtre hollandais, Hollandse Schouwburg. Et les enfants étaient immédiatement mis en face du théâtre, dans la crèche.
Et ma mère a écrit un livre, ça s'appelle Jeunesse allemande, et elle écrit dans le livre, Evelyne a été envoyée en face dans la crèche, comme ça elle pouvait dormir. C'était beaucoup plus, c'était tout de suite qu'elle pensait que je n'étais pas concernée, puisque on m'avait séparé d'elle immédiatement, d'une seconde à l'autre de mes parents, mais c'était pour mon bien. Et je crois que quelque part, ça l'a aidé d'assumer pour elle-même et de penser quelque part que je n'étais pas malheureuse et que tout était bien. Alors, je vais demander maintenant votre avis. Claude, est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce silence alors que vous connaissiez ce passé douloureux? J'ai le point de vue exactement inverse. On sanctifie aujourd'hui, on valorise la mémoire. On dit, oui, Evelyne, elle ne racontait pas ses déportations d'enfants, mais c'est horrible. Quand Evelyne dit, ma maman, après la guerre, mon papa ne m'en parlait pas, non, c'est une bénédiction. L'oubli est une bénédiction. Si Evelyne, sortie des camps, les rapatriée aux Pays-Bas en 1946, elle est née en 1938, avait été élevée par ses parents dans le souvenir du camp, dans le rappel permanent du camp, dans le rappel permanent de sa grand-mère paternelle que mon grand-père avait dû amener dans un camp de transit hollandais qui s'appelle Westerbork, qui avait dû amener dans le train qui l'amènerait à Sobibor où elle avait été gazée. S'il lui avait parlé de ça tout le temps, si moi-même, quand j'ai grandi, ou ma soeur, je suis de 62, ma soeur est de 67, avions été élevés dans l'idée que notre mère avait failli mourir, elle avait été déportée petite et privée de tout dans un camp qui s'appelait Furt, avait failli s'éteindre, mais tu ne vis pas, tu deviens dingue. L'oubli salvateur. Après la guerre, Evelyne raconte ça dans le livre, moi je ne savais pas, on viendra à ce que nous a apporté mutuellement ce bouquin. Mais quand Evelyne était petite, de temps en temps, des gens, des juifs, germano-hollandais, des juifs allemands, bref, revenaient en Europe, qui avaient réussi à se barrer aux États-Unis, en Argentine, peu importe, avant la catastrophe, revenaient en Europe à la recherche de traces de leur famille. Et il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui avaient survécu au camp. Elle avait survécu, Evelyne, à Bergen-Belsen, 3 camps, 2 camps hollandais, Furt et Westerbork, puis Bergen-Belsen, qui était un camp allemand où on n'exterminait pas les gens. C'était un camp que les nazis avaient inventé comme une réserve humaine pour pouvoir procéder à des échanges après. On libérait quelques juifs et on récupérait des prisonniers de guerre. Et ils en ont survécu. Parce qu'ils étaient dans ce camp, ils étaient dans ce camp parce qu'ils avaient des faux papiers latino-américains. Bref. Il n'y avait pas tellement de petites filles, d'enfants qui avaient survécu, donc parfois des gens arrivaient chez mes grands-parents, et alors on leur montrait la petite Evelyne, qui avait donc maintenant 8 ans, 9 ans, on la réveillait la nuit, elle détestait ça, elle avait qu'une envie. Elle n'avait pas envie de ces gens qui arrivaient des États-Unis, qui la regardaient en pleurant parce qu'elle était vivante. Elle voulait vivre, elle voulait rigoler avec ses copains, etc. Donc c'était salvateur, et pour moi aussi. Plus tard. Ce que je veux dire, c'est que je connais des gens qui sont devenus fous, littéralement fous. Tu ne peux pas vivre. Et ça vaut. Il y a dans l'école de mon petit garçon à Paris, dans le 18e arrondissement, des enfants qui ont traversé les enfers parce que ce sont des enfants migrants qui ont failli mourir en traversant la Méditerranée. Je ne compare pas à la Shoah. Je dis chacun vit des enfers. Et qui ont vécu dans la rue, qui ont été hébergés dans l'école. Et maintenant, il y en a un que je connais qui joue au foot. Son gros problème, c'est est-ce qu'il va pleuvoir le jour de son match de foot. Mais bénis soient ses parents qui ne vont pas lui raconter tous les jours qu'ils auraient pu être tués, violés, assassinés en passage par la Libye, etc. Dieu merci. Alors après, c'est autre chose. L'histoire d'Evelyne, elle est double, si vous voulez, elle est coupée en deux. Et la vraie question que j'avais moi et qu'on avait dans la famille, c'est pourquoi est-ce qu'un jour, aux alentours de ses 80 ans, Evelyne, dont on avait toujours su qu'elle avait été déportée, qui effectivement n'en parlait pas, qui parfois avait des réminiscences de cauchemars, etc., mais pourquoi brusquement elle s'était transformée en témoin quasi professionnel, c'est-à-dire allant dans les écoles 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine pour raconter toujours la même histoire, la sienne, mais à travers de bribes de souvenirs, parce que quand on est déporté à 4 ans, on ne se souvient pas de grand-chose, il y a quelques souvenirs, toujours les mêmes, terribles, mais toujours les mêmes qui viennent. Et donc on s'était demandé, j'étais très perturbé, pourquoi est-ce que ma mère, du jour au lendemain, pratiquement, avait changé du tout au tout, d'une personne qui avait ses qualités, ses défauts, des inquiétudes exagérées, mais qui avait milité. Pourquoi est-ce que brusquement, elle ne parlait plus que de ça? Et paradoxalement, on parlait partout, c'est-à-dire à l'école de Livry-Gargan, de Garges-les-Gonesse, je ne sais pas, de la Beaujoire, ou je ne sais pas, des Laudières. À nous, elle n'en parlait pas. Je finis par comprendre cela, et
la compréhension est un processus qui passe par l'écriture du livre. Le livre raconte en fait l'histoire de sa propre compréhension. Après la Deuxième Guerre mondiale, Evelyne a voulu vivre, à toute force. Et ses parents l'ont induit là-dedans. Ils portaient leur deuil, plus mon grand-père que ma grand-mère, qui elle pouvait se raconter à juste titre qu'elle avait sauvé sa famille dans les camps. Et c'est plus facile de se vivre en héroïne et d'embarrasser et d'embrasser à la fois toute sa famille par ça, que d'être quelqu'un qui a amené sa mère au train pour l'amour. Mais Evelyne, elle était protégée et elle avait quelques idées, comme elle grandissait entre deux parents, parce que le reste de la famille soit avait été exterminé, soit avait émigré en Palestine, devenu Israël, aux États-Unis, en Argentine. Elle s'était dit, puis après elle a eu un petit frère, mais sur le tard, elle s'était dit, moi j'aurai une grande famille, moi je serai heureuse, moi j'aurai une maison de campagne, moi je serai une grand-mère, puisqu'elle ne connaissait pas ses grands-parents. Et elle a construit tout ça. Elle a une famille, elle a eu 2 enfants qui sont mariés, qui ont des gosses. Elle a eu la maison de campagne, comme dans un film de Claude Sautet, c'est la génération des années 70. Et oui, il y avait des choses. Mon père était très sioniste, donc il y avait les guerres d'Israël, tout ça, c'était moins horrible qu'aujourd'hui. Mais en gros, elle l'a fait. Elle fait plein de trucs. Et de temps en temps, elle se réveillait au milieu de la nuit, elle rêvait des camps, mais bon, qui ne rêve pas de choses. Et est arrivé à notre famille, ce qui peut arriver à d'autres familles, c'est-à-dire qu'entre 2008 et 2011, l'époux, le mari de ma sœur, qui vit en Israël, qui s'appelait Dov Ochayon, est mort brusquement, âgé de 60 ans, cancer. Au même moment, pratiquement, mon père, qui s'appelait Roger Asco, qui était un écrivain, journaliste, quelqu'un d'assez connu dans la communauté juive à l'époque, type assez formidable, assez oppressant d'ailleurs pour la personne qui partageait sa vie, mais formidable quand même, a attrapé Alzheimer, puis les affections, etc., a fini par mourir, ayant oublié beaucoup de choses, en 2011. Entre-temps, en 2009, mon épouse, qui s'appelait Valérie, qui les parents venaient respectivement de Batna en Algérie et du Maroc, et de Meknès au Maroc, est morte brusquement d'une affection qu'on ne connaissait pas. Ce qui fait qu'en l'espace de 3 ans, Evelyne, qui avait construit son bonheur, la maison, Claude Sautet, les 5 petits-enfants, tout ce que vous voulez, se retrouve nue. Tout ce qu'elle avait fabriqué, en étant inquiète, a été la grand-mère de 5 petits orphelins, la mère de 2 veufs, qui après sont déployés, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai 2 enfants petits, ma soeur a conçu sa vie autrement, mais elle s'est retrouvée dans une solitude absolue et dans un dénuement absolu. Et s'il y a un moment où elle a expérimenté, ouvrez les guillemets, une Shoah, fermez les guillemets, c'est-à-dire la destruction de votre univers et d'une partie des gens que vous aimez, c'est à ce moment-là. J'ai à peu près compris ce qu'était la perte, quand je disais de rester sur les bancs, quand ma épouse est morte, puis tu te retrouves le lendemain, je ne compare pas les événements historiques, je parle du dénuement. Et c'est à ce moment-là que par le hasard des choses et d'une rencontre, une amie à elle qui lui dit « Est-ce que tu reçois une pension? Est-ce que tu as été déporté? Est-ce que tu reçois une pension? Non, parce qu'il faudrait des documents. » Et qui lui fait parvenir des documents à loi contrat. Bref, aux alentours, peu de temps avant la mort de mon père, en 2010-2011, Evelyne se retrouve confrontée à des documents nazis où il y a son nom. Et ayant, j'ouvre les guillemets, tout perdu, ou ayant perdu l'édifice de bonheur qu'elle avait construit, elle se retrouve nue, et à ce moment-là, la petite fille qu'elle avait été, la petite fille qui avait failli mourir dans un camp qui s'appelait Furth, la petite fille dont la maman avait essayé de se suicider quand les Allemands étaient entrés aux Pays-Bas, et après, pour se rattraper, la maman les avait sauvés en faisant 1000 choses, elle ne pouvait plus l'éviter. Et donc cette personne qui n'en parlait pas s'est retrouvée exactement face à ce qu'elle avait été, et il y a un temps pour chaque chose, et le temps était venu que Evelyne, bientôt âgée de 80 ans, elle les a eus en 2018, regarde, parle à la gamine qu'elle était, parle de la gamine qu'elle était, elle s'est mise à témoigner. La suite du processus, c'est qu'elle accepte que ce qu'elle avait vécu concernait aussi son fils, sa fille, leurs compagnons, compagnes, morts, vivants encore, les petits-enfants. Et ça, c'est un processus compliqué, parce que quand on a commencé le bouquin, je n'avais pas la moindre envie de m'emmerder avec ça. Je sortais d'un livre assez dur et personnel sur la mort de mon épouse, j'ai pas envie de me plonger dans les horreurs. Et Evelyne n'avait pas la moindre intention de me laisser rentrer dans sa vie, parce que c'était sa vie à elle, ce qu'elle faisait, on va dire, de son enfance et de la Shoah. On a appris à accepter réciproquement, en se disputant beaucoup, on s'amuse bien tous les deux, la liberté de l'autre. Elle a admis que ce qui lui était arrivé nous avait impacté, ne nous appartient pas, nous avait impacté, et j'ai admis qu'elle avait eu besoin à un moment donné de ne pas parler, et besoin à un moment donné de parler, et que c'était sa liberté pleine et entière. Voilà. Si tu
tu veux te raconter comment tu as... Pardon, je te vole, mais c'est intéressant comment tu as été reconfronté à ton enfance. Moi, je ne voulais pas, quand j'ai commencé à en parler, je ne voulais en aucun cas que le jour où je serai plus là, qu'on ait le souvenir de moi, cette pauvre baba qui a été dans les camps. Je voulais, en aucun cas, je voulais qu'on garde le souvenir de moi de quelqu'un un peu folle. Je suis très distraite, je dis un mot pour un autre, je me cognais contre les réverbères. Je voulais être cette grand-mère drôle, agréable et qu'on voyait dans la maison de campagne et qui était un peu folle et qui était très dynamique. Et soudain, de devenir cette grand-mère, cette pauvre baba qui a été dans les camps, ça ne m'a pas plu du tout. Et donc Claude et moi, on s'est disputé. Raconte les documents de la Shoah, ne bouge pas à l'instant. C'est bien qu'il est là. Hein. Oui, parce que c'est... Non, mais c'est intéressant. J'ai un défaut alors majeur, c'est que je saute du coq à l'âne. C'est horrible, mais c'est comme ça. Alors comment j'ai eu les documents? En 2011, après le... Avant. Non, 2010. Avant la mort avant la mort de mon mari, une amie me téléphone de Passerelle et elle me dit, Evelyne, Passerelle est une association qui s'occupe des gens qui ont été dans les camps, qui aident. Et c'est une amie qui s'en occupe et elle me dit, Evelyne, est-ce que tu touches une rente? Je dis non, moi je touche aucune rente, je me porte à merveille, j'ai aucun problème, tout va très bien. Et elle me dit, ben oui, mais est-ce que, parce que tu pourrais toucher une rente par les Français qui veulent donner à des personnes qui ont fait leur vie en France, bien qu'ils n'aient pas été déportés de France mais d'un autre pays, mais ils donnent une rente également. Est-ce que tu as des preuves que tu as été dans les camps? Je dis non, ça j'ai aucune preuve. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Elle me dit, je vais te donner les preuves. Et le lendemain, elle m'envoie un mail avec 25 pièces jointes que j'ai imprimées, évidemment. Et là, soudain, c'était la vérité, parce que sur les documents, il y avait mon nom, Evelyne Sulzbach, avec ma date de naissance, avec le nom du camp, un camp, Fürth, Westerbork, Bergen-Belsen, entrée, sortie, des listes de noms, où il y avait les noms de mes parents, mais également mon nom à moi, je n'étais pas juste la fille d'eux. Et j'ai tout regardé, pendant 3 jours, je crois que je ne voulais même pas raconter, j'ai pleuré dessus, parce que soudain c'était devenu la vérité, la vraie vérité, que j'avais vraiment été, moi aussi, dans les camps, moi, une petite fille entre 4 ans et demi et 6 ans et demi, et je me suis dit, après tout, peut-être c'est une preuve que quelque part, je ne suis pas comme mes copines qui n'ont pas été dans les camps. Ce n'est pas que je suis meilleure, non, pas du tout. Je dis toujours ce que je pense, mais quelque part, je ne trouve pas important beaucoup de choses que d'autres trouvent importantes. C'est moi, les titres, ça m'est complètement égal. Le président directeur général pour lequel je travaillais quand j'étais secrétaire, il avait besoin de moi parce que je parlais beaucoup mieux l'anglais que lui, et moi j'avais besoin de lui parce qu'il me payait. Et donc je n'ai pas les mêmes relations avec les grands de ce monde. J'ai rencontré Simone Veil, j'ai vu Simone Veil sous tous ses angles, quelqu'un qui a dit jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais Auschwitz avec moi, mais qui également pouvait rentrer dans des rages noires quand elle pensait que quelque chose n'était pas bien fait. Et c'est devenu la vraie vérité. J'avais vraiment été dans les camps. Et donc j'ai décidé, ça a pris son chemin, et à partir de 2015, j'ai décidé que je raconte mon histoire dans des écoles, des primaires, des collèges, des lycées. Je suis même allée 2 fois dans une prison pour qu'on sache que j'en ai parlé dernièrement à quelqu'un. Je voulais surtout qu'on sache que moi, je n'avais rien fait. J'avais une petite fille entre 4 ans et demi et 6 ans et demi. J'avais tué personne.
j'avais pas de fusil, j'avais rien fait du tout, mais on m'a privé de ma toute petite enfance, uniquement parce que j'étais juive. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre aux élèves et que je continue de le faire. Mardi, je retourne de nouveau raconter mon histoire. Alors, Evelyne, vous dites que votre enfance a été volée. Votre mère, elle, s'est un peu accaparée, vous dites dans le livre, elle s'est accaparée la mémoire familiale, la mémoire de la Shoah des camps. Est-ce que c'est pas aussi pour ça, pour réagir à cet événement-là, que vous avez écrit ce livre? Non, elle n'a jamais lu le livre. Je pense que... non, le livre, elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas non plus su que je vais dans des écoles. Bien qu'elle soit morte en 2019, mais je ne lui ai pas raconté. Non, quelque part, ma mère m'a donné l'autorisation de ne pas me souvenir, et ça c'était en 1988. 78. 88, quand j'avais 50 ans. Quand j'avais C'est n'importe quoi. 50 ans. 78, c'est la défaite de la Hollande face à l'Argentine. Oui, c'est beaucoup plus important, c'est vrai, le foot. Mais moi, c'était 88 que j'ai commencé à avoir des cauchemars, des vagues cauchemars, et une nuit sans sommeil. J'ai écrit à peu près ce que j'ai écrit plus tard. C'est toujours les mêmes souvenirs. Et mon mari, qui était rédacteur en chef de l'Arche, a trouvé au petit matin ce que j'avais écrit sur une feuille de papier. L'Arche qui est le mensuel de la communauté juive, pour ceux qui ne sont pas connus. Et il m'a dit, je le publie dans l'Arche. J'ai dit, tu ne penses pas? D'abord, ça n'a aucun intérêt, c'est mal écrit, c'est juste ça m'a fait du bien. Et il m'a dit, tu sais, pas tout le monde a eu 6 ans à Bergen-Belsen. Je le mets dans l'Arche. Il l'a en effet mis dans l'Arche et à mon grand soulagement, personne n'a relevé. Pas une personne a relevé ce que j'avais, mais personne, vraiment personne. Et pourtant, c'est pas que j'étais connue, mais enfin, j'étais une battante, j'avais été 5 fois en Union soviétique, j'avais fait des voyages, j'avais fait des colloques, des conférences. Personne, à mon grand soulagement, n'a relevé, à part 3 personnes. Henri Boulavko, qui était un ami très cher de mon mari et de moi, qui m'a dit maintenant tu vas continuer. J'ai dit non, tu sais, j'ai écrit ce que j'ai écrit, c'est pas très important. Elie Wiesel, qui était un ami également de mon mari, qui m'a dit continue. Je lui ai dit également, j'ai rien d'autre à dire, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et Cyril Fleischmann, l'écrivain qui écrivait sur le Pletzel. Et ma mère. Le Pletzel, le quartier juif de Paris, le Marais, la petite place en yiddish. Heureusement que tu es là. Non, parce que pas tout le monde n'est pas yiddish allemand. Même pas breton. Et donc, ma mère me téléphone, elle recevait l'Arche, elle savait lire le français. Elle me dit, c'est drôle que tu as écrit ça. Je ne croyais pas que tu étais concernée. Ma mère, avec laquelle j'ai été dans 3 camps de concentration, me dit que je n'étais pas concernée. Eh bien, c'était très bien. Elle m'a donné l'autorisation de continuer de ne pas être concernée, et j'ai continué à ne pas être concernée et de m'occuper de plein d'autres choses, des droits des femmes, le guet, le divorce religieux que les maris ne donnent pas. J'ai été très très occupée jusqu'au moment où je me suis occupée de la Shoah. Alors, Evelyne, vous dites que vous avez été internée dans 3 camps différents. Vous avez été sauvée grâce à des faux papiers du Honduras. Vous pouvez nous raconter? Juste avant de partir dans les camps, un ami et client de mon père qui habitait à Zurich a dit à mon père, écoute, les Polonais, il y a une résistance polonaise qui est à Berne, donne pour beaucoup d'argent des passeports de pays neutres à des juifs qui le demandent, des passeports du Honduras, du Paraguay et d'Haïti. C'est cher, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mais quelque part, peut-être ça peut te
ça peut t'aider. Et mon père a dit, ok, on a donné les pièces d'identité et on a donc demandé ce passeport. Et quand on était à Fürth, mon père travaillait sur le pont qui enjambait le Rhin et la Meuse, sur lequel il mettait des explosifs et des bombes pour les Allemands. Et ma mère, on était donc à Fürth, et mon père, en partant, a dit à ma mère, si on nous met de nouveau au transport, tu montres le passeport. Le passeport est arrivé quelques jours avant qu'on a été mis au transport, le 6 juin 1943. Et curieusement, on peut se demander pourquoi les Allemands ont donné une enveloppe à une juive qui était dans le camp. Parce que c'était une enveloppe qui venait du consulat du Honduras et qui venait de Suisse. Et quelque part, ils se sentaient obligés, un pays neutre qui envoie une lettre, il faut le donner. Donc ma mère a pris le passeport et on a été mis au transport de Fürth. C'était le transport des enfants où les Allemands avaient décidé qu'il fallait que les enfants de Fürth meurent. Les enfants de Fürth, dans le camp de Fürth, je n'y étais même pas 3 mois, mais dans le camp de Fürth, les enfants mouraient de faim, de maladie et de misère. Ils étaient séparés, on était séparés, les hommes, les femmes et les enfants. Et quand on est arrivé à Fürth, j'étais immédiatement séparée. J'ai 3 souvenirs de Fürth, que j'avais la varicelle, et que je me grattais, il n'y avait pas de médicaments, et que j'ai cassé un thermomètre, et que je me suis fait engueuler copieusement, il n'y avait pas beaucoup de thermomètres, et qu'on m'a donné du lait sucré. Et là-dessus, j'ai décidé, et je pense qu'il n'y a qu'un enfant de 4 ans et demi qui peut décider de ne plus se souvenir. Et donc, quand les Allemands ont décidé d'envoyer à la mort les enfants, tous les enfants de Fürth, un train est parti avec le transport des enfants, Kindertransport, et un train avec 3000 personnes sont parties de Fürth, 1296 enfants et leur mère et parfois leur père. Et quand on est arrivé, le train s'est arrêté et les portes, c'était un train de bestiaux, les portes se sont ouvertes et il y a un monsieur qui était devant la gare qui accueillait les gens. Il a reconnu ma mère, c'était un ami de mon père, il a reconnu ma mère et il a dit, est-ce que tu as le passeport? Et ma mère lui a donné le passeport, il l'a mise dans une pièce, il a dit, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Et ma mère écrit qu'il y avait des bruits, des portes qui claquaient, des hurlements, et le train est parti, et les gens, on était environ, je crois, 50 qui avaient un passeport, et avec le passeport d'un pays neutre, les Allemands ne pouvaient pas envoyer ces gens-là dans des camps d'extermination, Auschwitz, Sobibor. Ils pouvaient les envoyer dans des camps comme Bergen-Belsen, mais pas dans des camps d'extermination. Et donc ce passeport, à chaque fois, nous a sauvés, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, quand vous lirez le livre, Ce souvenir ensemble, vous verrez qu'il est construit sous forme d'une alternance de chapitres entre Evelyne et Claude. Sur la dernière de couverture, il est mentionné ce souvenir ensemble est une histoire d'Evelyne et de Claude qui se parlent, se cherchent, s'agacent, se blessent et se consolent. Manifestement, Claude, ça n'a pas été toujours facile. Non, pour les raisons que j'ai dit, elle ne voulait pas que j'entre et au départ, je ne savais pas quoi en faire. Et on ne se comprenait pas réciproquement. On aimait bien s'engueuler, puis on s'embarrassait l'un l'autre. Je posais des questions qu'elle ne répondait pas, mais c'est ça qui n'était pas facile. Mon éditeur, celui qui a écrit ce qu'on appelle la 4e de couverture, un type exceptionnel chez Grasset qui s'appelle Christophe Bataille, qui me fait faire des choses plus compliquées, trop compliquées pour moi, mais on les fait après, me disait qu'on avait une chance extraordinaire, Evelyne et moi, ma maman et moi, c'est de se parler tant qu'on est encore vivant. C'est aller récupérer les documents et d'entrer à ma mère après sa mort, je touche du bois.
Facile, c'est douloureux, mais c'est facile. Puis en même temps, c'est une consolation. Se parler quand on est encore là, le corps de l'autre, les dénégations de l'autre, la mauvaise foi de l'autre, l'entêtement de l'autre, la mauvaise humeur de l'autre, les mensonges de l'autre. Je passais mon temps à mentir. T'avances sur le bouquin, oui, tu parles, elle me haïssait, elle disait du mal de moi à mes gosses, elle avait raison. Et moi, c'est calme, elle va me répondre, c'est un cauchemar. Je vous donne un exemple. Et ça touche aussi au lien entre ma maman, Evelyne, et sa maman, Annie, qui donc l'avait sauvée pendant la guerre. Discussion entre ma mère et moi, elle est dans le bouquin, je déflore juste ça. Quand est-ce que tu as raconté à papa que tu avais été... Pardon, mes parents se sont rencontrés le jour des 19 ans de ma mère, en 1957, lui animant un camp de vacances de la communauté juive, peu importe, à Savona, dans le nord de l'Italie, elle se promenant sac à dos avec une copine alors qu'elle était à Genève. Voilà, ils se rencontrent, belle histoire. Voilà, on est dans l'Italie des années 50. Bref, moi. Maman, quand as-tu dit à papa que tu avais été déporté? Je ne sais pas, c'est pas important. Je limite à peine. Mais si c'est important, puis ça devrait être au bouquin, mon Dieu, je ne sais pas, c'était pas important. À ce moment-là, je ne comprends pas ce qu'elle signifie par c'était pas important. Maintenant, je comprends. Le fait d'avoir été déportée n'avait pas une importance primordiale dans la jeune femme qu'elle était ou dans la femme qu'elle construisait. Ça, à l'époque, je ne comprends pas, je comprends après. Mais si c'était important, je ne comprends pas, je m'en souviens plus. Moi. Écoute, papa, dans un de ses livres, parce que mon père était romancier, raconte une scène qui se passe aux Pays-Bas, c'est un mariage qui a lieu aux Pays-Bas, dans le milieu des juifs hollandais d'origine allemande, et il y a des personnages, pardon, mais c'est toi, c'est ta famille. Il y a une petite jeune fille qui va se marier, qui a été déportée, qui est éperdument amoureuse de son père, qu'elle ressent être un homme brisé. Enfin, il comprend tout. Fallait bien que tu lui racontais pour qu'il comprenne tout ça, maman. Je ne lisais pas les livres de papa. Attends, tu lisais les livres de papa, c'est toi qui les tapais à la machine. Oui, je les tapais à la machine avec du papier carbone en 4 exemplaires, mais après, quand il faisait des conférences sur ses bouquins, il ne m'invitait pas. Parlant de la génération des femmes qui ont appris le féminisme dans les années 70, j'ai découvert ça aussi, à quel point mon père, et par-delà les hommes, ont pu être légèrement oppressants. D'accord, mais ça ne m'aide toujours pas, donc, mais en fait, tu aurais pu le lire, c'était important pour papa, ces bouquins. Oui, mais je ne le lisais pas, voilà. Et puis donc, on s'engueule encore, et puis là, parce qu'on était dans un bon moment de notre relation, au bout d'un moment, il se passait quelque chose, elle me dit, puis je vais dire, voilà ce qui s'est passé. Un jour, ta grand-mère, Oma, donc Annie, a invité à la maison, donc chez mes grands-parents, Holbeinstraat, où nous passions les vacances d'été, etc., ses amis, anciennes déportées comme elle, pour qu'elle raconte à papa ce qui leur était arrivé pendant la guerre. Parce que ma grand-mère kiffait mon père, qui était bel homme et qui était français. Parce qu'il point de vue allemand, n'était pas rien. Et donc voilà, donc j'imagine la scène, ces vieilles dames rescapées des camps, racontant au beau français, Roger, un peu plus jeune, qui lui avait été caché dans le sud de la France pendant la guerre, ce qui leur était arrivé. Donc je comprends enfin comment mon père a pu écrire cette partie de roman. Et je dis, mais toi, t'étais où pendant ce temps-là? Ah ben moi, je m'occupais de ta sœur et toi dans la pièce à côté. C'est-à-dire qu'on était en train de parler d'elle, parlez-moi d'indignation après ça, on était en train de parler d'elle, le double salon de mes grands-parents, dans une jolie coquette maison du sud d'Amsterdam qu'ils avaient obtenue par miracle à la Libération, c'est très compliqué, pouvait se couper en deux par une porte qui coulissait, et donc ma mère s'occupait des chiards, ma sœur et moi, pendant que ma grand-mère, héroïquement, avec ses copines, racontait au joli français, qui se trouvait être le mari de la jeune femme qui était à côté, ce qui leur était arrivé. Et donc à un moment donné, pour faire tout le chemin, pour avoir envie, en dépit de sa mère, après sa mère, c'est pas un hasard non plus si ma grand-mère, quand Evelyne commence à témoigner, mon Dieu, elle est en maison de retraite, en EHPAD aux Pays-Bas, elle commence à ne plus être ce qu'elle était, pour réussir à reprendre le chemin, reprendre la parole, considérer que sa propre histoire lui appartient, et je comprends qu'elle n'a pas envie de Gisou au début, c'est un chemin. L'histoire du bouquin, c'est cela. Il y a des familles, il y a un événement traumatique, atroce. On a été déportés, on a été violentés, violés, battus. Je ne sais pas quand on a été enfant, on a été victime du terrorisme. On vient du Rwanda. On n'en parle pas, on vient d'Arménie, on n'en parle pas forcément. Mais ça impacte. Et à un moment donné, on éprouve dans notre liberté le besoin d'en parler. Et après, il faut le faire accepter aux autres. C'est ça l'histoire. Mais au point de départ, la personne que vous voyez ici, qui vous parle, qui vous raconte la petite fille, c'est celle qui s'occupait des gamins, qui les avait amenés au square, Béatrix Park, du nom d'une reine des Pays-Bas dont le mari
venait d'une famille allemande un peu nazie, peu importe, pendant que sa mère racontait tout à son mec. À un moment donné, j'ai un peu vengé ma maman par mon papa en l'aidant à mettre cela à jour. Alors, Ouais, je vais bien. Claude, pour illustrer ce que vous voulez dire sur votre mère, sur Evelyne, je vous demandais de lire un passage où vous la décrivez. Jusqu'à là. Quoi? D'accord, ok. Ma mère n'est pas simplement une ancienne déportée. Elle est aussi une femme née avant les émancipations, passée du cocon d'une famille juive traditionnaliste à l'empire amoureux. Je ne dis pas emprise, je me méfie des mots définitifs, d'un mari plus âgé qu'elle admirait et servait. À Amsterdam, Evelyne déifiait son père, et d'autant plus qu'elle le sentait fragile, et se soumettait au charisme de sa mère. À Paris, elle devint la femme de Roger, chanceuse d'avoir été choisie par ce bel orateur, ce poète ombrageux. Roger aimait sa Ninatje, comme il l'avait rebaptisée, mais je ne parie pas que Ninatje se sentait aimable. Des années plus tard, regardant de vieilles photos, elle se trouvait jolie. Sa manière de le dire attestait une révélation. Plus j'y pense, et moins je doute. L'aventure de ma mère est une reconquête. Elle est revenue de l'effacement. Elle s'est imposée à son homme, à ses enfants, à ses timidités même. Elle a méthodiquement libéré sa fierté. Elle tremble qu'on puisse à nouveau la mésestimer, mais elle-même aura tendance à exagérer son ancienne insignifiance. Le triomphe n'en est que plus beau. Ce qu'elle joue, octogénaire, autour de son enfance et de la Shoah, est le dernier épisode de ses guerres intimes. En témoignant, à la recherche de la mémoire, elle reprend ce qui lui était dû. Elle était légitime depuis toujours à porter une parole sur la guerre. Elle ne le savait pas, elle en avait été privée, elle s'en était privée, elle prétend qu'on l'en avait empêchée. Evelyne, est-ce que vous voulez un peu laisser dans ce portrait? Oui, je me reconnais, mais j'ai commencé avant. En 1979, un jour en 1979, je me suis dit, là ça suffit. Ah, la libération, oui, bien sûr. En 1979, je me suis dit, ça suffit. Je ne vais plus être que mère au foyer, attendant que l'un rentre, que l'autre déjeune. Il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis lancée dans la lutte pour les Juifs d'Union soviétique, où j'ai soudain découvert, et je crois que je l'ai dit à quelqu'un, que je n'étais pas plus idiote qu'une autre. C'était une découverte dans une réunion, dont tout le monde parlait. Je me suis dit, je ne suis pas plus idiote que ça. Et je suis allée une première fois en Union soviétique, en 1979. J'ai tenu tête au KGB. J'ai fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Je suis allée 5 fois en Union soviétique. Je me suis même en 83 moquée du KGB pour une très bonne raison, que je n'ai encore jamais eu peur pour moi. Moi, rien ne peut m'arriver. Ça, j'ai une peur bleue pour mon fils, pour ma fille, pour mes 7 petits-enfants, bientôt pour mes 2 arrière-petits-enfants aussi. Mais pour moi, donc, je peux faire plein de choses, et j'ai fait plein de choses. Je me suis occupée des Juifs d'Urs. Quand les Juifs sont sortis de l'Union soviétique et qu'ils sont arrivés en Israël, aux États-Unis, je me suis lancée pour les femmes qui n'obtenaient pas le divorce religieux, les femmes battues. Et puis ma dernière bataille, c'est maintenant. Donc j'ai commencé, et je crois que mon mari était très étonné que je fasse tout ça, mais je dois dire qu'il m'a laissé faire, que je faisais partie de ces femmes de 40 ans. Et une amie avait mis sur ce... elle était revenue d'une réunion pour les Juifs en Union soviétique, et dans son salon, ses enfants avaient mis une banderole Brejnev libère maman. On était cette génération, on se battait avec l'idée qu'on était vraiment utile. Je ne sais pas, je pense que petit à petit on était quand même un peu utile, mais la bataille était très difficile parce que c'est vrai que je fais partie de ces femmes qui étaient là pour servir leur mari. Mais là, le monde, il a complètement changé. Alors, dans le livre, il y a aussi un long passage sur la Hollande. Vous en voulez beaucoup aux Hollandais, que vous accusez d'une grande
décidément, là. Vas-y. Et le mari. Et le mari, c'est dit, ça ne fait rien. Je suis furieuse contre la Hollande. Je suis hors de moi parce que quand j'ai commencé à parler de la Shoah, j'ai découvert de plus en plus que ma foi, que les Hollandais sont le pays où le plus grand nombre de Juifs ne sont pas revenus à part la Pologne. J'ai découvert que sur les 140 000 Juifs qui étaient aux Pays-Bas, dont 35% venaient d'Allemagne, beaucoup de Juifs sont venus d'Allemagne et aux Pays-Bas, sur les 140 000, 102 000 ont été assassinés. 75% des Juifs hollandais ayant habité les Pays-Bas ne sont pas revenus. C'est un peu le contraire de la France. En France, 75% ont été sauvés et 25%, c'est trop, mais 25% sont morts. Aux Pays-Bas, 75% ne sont pas revenus et 25% sont revenus. Et puis j'ai découvert, et je le découvre encore maintenant, que les Pays-Bas sont un pays amnésique. La Shoah n'est toujours pas enseignée dans les livres scolaires. Le monument, les 102 000 noms, il y a eu un monument où le voisinage a refusé que le monument soit érigé. C'était dans un quartier juif dont il ne reste rien. Mais ils ne voulaient pas parce que ça faisait triste. Donc ils ont fait pendant 12 ans un procès pour qu'il n'y ait pas de monument. À la fin, il fallait quand même qu'il y ait le monument, mais avec beaucoup de problèmes. On a dû abattre 10 arbres, il a fallu remettre 10 autres arbres. Ils voulaient à la rigueur que le monument soit sous terre, mais le monument est là, il est magnifique. C'est un monument avec 102 000 noms sur des briques, mais aucune école n'y va. Et quand j'en parle aux Pays-Bas, on me dit, oui, mais il y a la maison d'Anne Frank. Alors la maison d'Anne Frank, c'est très bien, et Anne Frank, c'est terrible, mais Anne Frank, c'est une petite fille qui fait partie des 102 000. Alors on ne sait pas ce que les autres seraient devenus, et je dis toujours qu'Anne Frank est un arbre qui cache une grande forêt. Je le raconte encore, et quand je vais dans les écoles, je ne parle que des Pays-Bas, parce qu'il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache que le roi des Pays-Bas a inauguré le monument, mais qu'il s'est excusé de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère, même de sa mère, parce que tout le monde s'en est fiché complètement. Il y a eu la grève des dockers, qui a eu lieu, la grève pendant 24 heures. Les dockers qui se sont érigés contre l'occupant parce qu'on tuait et qu'on poursuivait les Juifs. C'est la seule grève qu'il y a eu pour les Juifs, mais elle a été réprimée au bout de 24 heures. Et après, les Hollandais ont obéi. C'est un peuple qui est obéissant. Et encore maintenant, on enseigne la guerre de 40 à 45, mais on n'enseigne absolument pas la Shoah. La Shoah n'est pas enseignée. On parle des camps japonais, on ne parle pas des camps hollandais. Et petit à petit, je reçois un journal, parce que je reçois une toute petite rente des Hollandais parce que je suis fatiguée et que j'ai besoin d'une femme de ménage. Mais ce journal parle, c'est pour les survivants et des camps nazis et des camps japonais. Et j'ai remarqué que les 3 derniers exemplaires de ce journal, on édulcore complètement, on ne parle pas des Juifs, on parle des pierres, vous savez, les Stolperstein, et qui sont mis, il y a un reportage dans une ville hollandaise, et on met pudiquement les pierres sont devant des demeures de personnes qui ont dû quitter leur maison pour cause de racisme. Alors moi je veux bien, mais enfin les gens qui ont dû quitter leur maison, c'était parce qu'ils étaient juifs et qu'on les a envoyés dans des camps.
petit à petit, on est en train de ne plus parler de l'aspect juif aux Pays-Bas, et donc je me bats comme Don Quichotte et ses moulins à vent. Mais j'espère que des enseignants qui le savent, et que quand on va visiter les Pays-Bas, qu'on visite aussi le mur des noms. Tu n'es pas d'accord? Alors, Claude, sur cette collaboration Melun-Hollande, vous êtes moins accusateur. Vous faites référence dans le livre au club l'Ajax, au football, l'Ajax d'Amsterdam, qui doit ses origines à la communauté juive. Et vous rappelez aussi que la France a trempé aussi dans la collaboration. Il y a deux choses. La première qui a trait à notre histoire, Evelyne et moi, et on peut parler d'histoire après. Je grandis, fils d'une dame qui est née aux Pays-Bas, qui aime les Pays-Bas, qui nous emmène aux Pays-Bas aux vacances de Noël, aux vacances de février, dans l'Angoisse aussi, aux vacances de Pâques et la moitié des vacances d'été. Qui nous fait visiter le Rijksmuseum, le Van Gogh Museum, le Stedelijk Museum, qui est le musée d'art moderne, qui nous fait aimer les harengs, il faut se lever tôt pour aimer les harengs, qui m'explique en gros à quel point la Hollande est génialissime. Effectivement, il y a un club, l'Ajax Amsterdam, qui était le plus grand club de foot de l'époque, qui compense pour moi le fait d'avoir deux pieds gauches au football, et je m'excuse auprès de Loïc Anis et tous les héritiers des gauchers du football. Bref, elle nous fait réellement aimer les Pays-Bas, qui était son pays d'enfance, son pays natal, le pays où elle a grandi, le pays où elle était heureuse, et qui est tellement mieux que la France, qui a été le pays de Pétain, de Gaulle, de Michel Jobert, qui n'était pas gentil avec Israël pendant la guerre. Bref, elle nous élève comme des demi-hollandais, en nous acculturant. Heureusement, mon père était solidement français. Tout va bien. La raison, elle a tort, c'est juste ainsi qu'on a été élevé. Et encore une fois, du jour au lendemain, cette dame qui ne supportait pas les Allemands, un truc assez amplement partagé, pas par moi, mais décide qu'il n'y a pas eu de pays plus atroce que la Hollande, que les Pays-Bas pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est exagéré. Des collabos hollandais, il y en a eu. Oui, Amsterdam est aussi une ville que le Mémorial Yad Vashem considère comme juste parmi les nations. Il y a une ambiguïté sur le personnage d'Anne Frank. À la fois, le personnage d'Anne Frank, petite juive déportée, morte dans les camps. Quand j'étais petit, je me disais que c'était chic. Ma mère, elle avait été dans le même camp qu'Anne Frank. Le People, qu'elle avait peut-être connu. C'est comme ça qu'ils voient les gosses. En fait, ils ne sont pas croisés. Maintenant, elle la déteste pour Anne Frank. Mais les Pays-Bas ont choisi de faire d'une petite fille juive d'origine allemande déportée un emblème national. Et dans le même temps, ne parle pas des autres. C'est très ambigu. Si on parle d'Anne Frank, on parle de la Shoah, et en même temps, oui. Ce qui est absolument horrible dans l'histoire des Pays-Bas, c'est que on est effectivement dans une situation à la polonaise, c'est-à-dire que la culture juive, la population juive autochtone, depuis les voisins juifs que Rembrandt pouvait peindre au XVIIe siècle, les émigrés juifs venus fuir l'Inquisition espagnole, ça faisait partie de la société. Les juifs étaient conducteurs de tram, vendeurs de harengs sur les marchés, ils faisaient partie de la société autant. Voilà. Et après la Shoah, effectivement, ces gens-là sont morts et ça crée un grand creux. Alors, les Polonais s'en souviennent de manière compliquée contre l'antisémitisme, les Hollandais l'ont amplement ignoré. Et l'ont ignoré au point que, et c'est là où je veux en venir à l'aliénation, toujours à la reconquête de son identité par ma maman, Evelyne, grandissant aux Pays-Bas, allant à l'école aux Pays-Bas, passant le bac aux Pays-Bas, parlant hollandais, mangeant du hareng, faisant du vélo, nous emmenant en vacances quand nous sommes gosses à Zandvoort et à Noordwijk, nous emmenant visiter la maison à Zaandam, où le futur tsar Pierre de Russie avait appris l'art de la batellerie. Evelyne, nous enseignant l'amour des Pays-Bas, ignorait, en écolière, en lycéenne, en jeune femme mariée, en mère de famille, en femme adulte, bientôt en grand-mère, ignorait que 104 000 juifs de son pays 102 000, avaient été annihilés pendant la guerre. Donc sa reconquête de cette histoire, sa redécouverte de sa propre histoire. Imaginez-vous, Français grandissant en France, à l'époque du mythe absolu des deux résistances communistes et gaullistes, ignorant que Pétain aurait existé. On n'a jamais ignoré que Pétain avait existé en France. Donc cette folie-là, mais qui est d'abord celle que la vie lui a imposée. Après, ben oui, elle s'en défend et elle reconquiert. Je ne suis pas d'accord avec la proportion de saloperie inhérente à la société néerlandaise, peut-être par souvenir de mon enfance, ou peut-être par trop grande connaissance de l'histoire de mon propre pays, mais ce qui m'intéresse, moi,
dans ce qu'elle en dit, dans ce qu'elle en ressent, dans la vérité qu'elle exprime. C'est à quel point elle-même a dû se défaire de son enfance, a dû se défaire de sa jeunesse, a dû renier, abjurer une part de l'amour qu'elle avait pour la terre où elle avait grandi, où elle avait tout appris, la lecture, l'amour, le travail de mon père, on peut dire, et le rock'n'roll. C'est un truc de dingue. Et donc c'est violent ce qu'elle s'est fait. Alors qu'après, elle en parle violemment, je serais bien la dernière personne à lui reprocher. Mais imaginez-vous, ou imaginons-nous, nous autres Français, brusquement découvrant que ouais, on a été un pays colonialiste et on massacrait les gens pour leur faire construire une ligne de chemin de fer du Congo jusqu'à l'océan. On faisait ça. Alors peut-être qu'on ne le savait pas, mais moi un jour j'ai découvert, waouh, c'était ça la colonisation française en Afrique, les mecs qui allaient, nos soldats qui allaient rafler des villageois, qui se sauvaient, qui allaient le plus loin possible, les faire crever sur un chantier de chemin de fer Congo-Océan. Albert Londres a écrit dessus, Gide a écrit dessus. Voilà, ça existait. Donc de temps en temps, tu redécouvres une partie de ton histoire, tu regardes l'immigration africaine un peu autrement, et ainsi de suite. Je ne vous parle pas du statut de l'indigène, on sait en gros. Evelyne, elle, jeune hollandaise, ne le savait pas. J'ignore ce que savent aujourd'hui exactement les petits écoliers hollandais ou les lycéens hollandais. Je l'ignore parce que je ne suis pas hollandais, et quelque part, pardon, tu n'es plus non plus. Mais effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement violent dans le réapprentissage de ce qu'on était. Parce qu'elle a grandi très joyeusement, très tranquillement. Une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, tu m'as raconté 20 fois. Quand elle est à l'école, petite fille, et bien, un jour, sa maman, donc Annie, lui dit, tiens, tu sais, la petite machine là, ben, c'est la fille des gens qui nous ont dénoncés. Donc cette acceptation de la part de saloperie néerlandaise faisait partie de ma famille. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi à un moment donné, tu la refuses. Annie et Jacob Sulzbach, mes grands-parents, auraient pu aller, je ne sais pas, au commissariat, ou les fustiger, ou les casser la gueule, plein de choses. Ils ne l'ont pas fait. De la même manière qu'en France, on acceptait le fait que Bousquet, chef de la police française sous l'occupation, etc., bah, faisait partie des élites, même des élites progressistes, puisque lié à la dépêche du Midi, à Mitterrand, à plein de trucs. On l'admettait. C'était ainsi. On l'admettait. On admet aujourd'hui d'autres saloperies, pas concernant les juifs, mais contre les musulmans, mais c'est une autre histoire. Et à un moment donné, effectivement, vieille dame, pardon, dame mûre, pardon, éternelle jeune femme, pardon, elle le reprend à son compte, le redécouvert, voilà. Mais avant, c'est la violence qu'elle s'est infligée à elle-même. Et après, effectivement, mais tu m'avais toujours dit, oui, bah, t'es un grand garçon, vis avec, gâteau bleu. Ça va? Mais quand on va aux Pays-Bas, on est allé il y a 3 ans maintenant, 2-3 ans, avec ma sœur, dans le camp de Fürth, et Evelyne, le premier camp, c'est où elle a failli mourir, parce qu'il y a quand même des gens qui animent la mémoire. Il y a des gens qui animent un musée mémorial dans ce camp de Fürth, qui était un très grand camp, qui après est devenu une cité de transit, notamment pour des immigrés moluccois, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, d'anciennes colonies des Pays-Bas. Donc on était allé là-bas, et c'était absolument d'une violence incroyable pour Evelyne de retourner dans cet endroit dont elle ne se souvenait de rien, avec des gentils Hollandais qui nous offraient des tasses de café parce qu'ils comprenaient qu'elle souffrait, et moi qui étais impatient vis-à-vis d'elle parce que qu'est-ce qu'elle se mettait en scène à souffrir alors qu'elle se souvenait de rien, et ma sœur, salope, qui est toujours plus gentille que moi. C'est facile, c'est pas elle qui se la tape à domicile, elle vit loin. Voilà, donc c'est complexe ces trucs-là. Je trouve Evelyne éminemment courageuse et brave d'affronter ce qu'elle a été, de le renverser, et quelque part après de nous le faire admettre ou de nous l'imposer. T'as vu, j'ai concédé, hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'après-guerre qui a continué en fin de compte la guerre. Il y a même un livre qui s'appelle La Petite Shoah, parce que j'ai appris en lisant le livre de ma mère que mon père est allé voir, parce que ses parents avaient habité et étaient venus à Amsterdam aussi. Et il est allé voir ce qui se passait avec l'appartement, les meubles. Et le monsieur de l'office des appartements a dit oui, il faut que je vois ça. Est-ce que vous avez le certificat de décès de votre mère? Et mon père dit, écoutez, elle a été gazée. Elle a été à Soliban, elle a été gazée. Et lui, il s'en fichait complètement. Il a dit, vous savez, si vous n'avez pas de certificat de décès, peut-être elle vit encore. Et donc il est rentré à la maison. Les Pays-Bas est également le pays où quand même, il n'y a pas si longtemps,
l'électricité des Pays-Bas a envoyé des factures, c'était tout de suite, donc c'était peut-être 5 ans après la fin de la guerre, a envoyé des factures d'électricité pour que les gens payent l'électricité qu'ils n'avaient pas payée quand ils étaient dans les camps. Je veux dire, c'est un pays qui va au-delà de ce qui presque est supportable. Parce qu'on ne peut pas continuer, ils ont abattu tout le quartier juif. Et comme le ghetto de Varsovie. Et sur le quartier juif, ils ont mis une grande plaque de béton et ils ont mis dessus le nouvel opéra d'Amsterdam, Stopera. Il n'y a pas marqué dessus qu'avant c'était un quartier juif. Il y a l'opéra et c'est tout. Je veux dire, ils vont jusqu'au bout, encore aujourd'hui, d'ignorer la Shoah. Et donc, maintenant, en 2025, on va ouvrir enfin les archives. Et là, il y a des milliers et des milliers et des milliers de lettres de dénonciation et on va voir, apparemment, les historiens pourront y aller pour regarder ce qui s'est passé. Donc c'est un pays, oui, c'est terrible parce que j'adorais la Hollande et je retrouve de plus en plus que c'était horrible, que tout ça c'était faux. Ceci étant, des lettres de dénonciation, je ne pouvais pas pleurer, on en a eu pas mal, il y a déjà des bouquins qui ont été faits, il y a un autre rapport à l'histoire qui a été renversé en France, mais ce n'était pas évident, mais nous ça date de plus récemment, c'est Français si vous saviez, c'est Le chagrin et la pitié, c'est des trucs d'Harry Cécile, n'oubliez pas que ce n'était pas montré à la télévision française, aujourd'hui c'est acté, c'est-à-dire que le devoir de mémoire, de toute façon je n'ai pas de temps que ça, fait partie consubstantielle de la manière dont la France se voit. Donc c'est plus confortable, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Je persiste à penser qu'il n'y a non pas une différence d'intensité de nature, mais une différence de temporalité dans la manière dont les pays se voient. Mais je peux évidemment me tromper. Il reste, et c'est ce qu'il dit, il reste ce que cette histoire-là fait à ma mère. Et par extension, nous a fait. Mais quand on va aux Pays-Bas, elle est encore très contente. Parce qu'en fait, elle aime bien. Je veux dire, un pain mou, broodje, avec du hareng, matje, faut pas déconner. Et des cornichons, ok. Des crêpes sucrées épaisses, poffertjes, des chapes à la bonité, dégoulinantes de beurre, ce qui est immonde. Seulement, je suis plus du sud de l'île. Mais voilà, c'est très, très, très compliqué de regarder son enfance et de la reverser. C'est en cela qu'elle est admirable. Parfois, exagérée, comme on disait dans la Révolution. J'aurais mis dans le livre, vous décrivez un certain nombre de membres de votre famille. Il y a celui qu'on appelle Grosse Papa, qui est un personnage en couleur. Il y a votre père, qui est devenu méconnaissable après avoir accompagné sa mère au train de Sobibor. Il y a un de votre mère, est-ce que vous pouvez nous les présenter? C'est-à-dire mon père, je ne savais pas, je ne connaissais pas l'histoire qu'il a accompagné sa mère au train, mais pour moi, c'est la sœur de ma mère qui m'a dit combien mon père était un homme avant-guerre joyeux, qui dansait sur la glace, qui courait le 100 mètres dans un club d'athlétisme, qui faisait du vélo avec moi devant, qui nageait, qui traversait la rivière de sa ville de Francfort. Moi, je n'ai jamais vu mon père nager, je ne l'ai jamais vu faire du patin à glace, c'est ma mère qui m'a appris, c'est ma mère qui m'a appris à nager, je n'ai jamais vu mon père courir, et je n'ai jamais vu mon père rire aux éclats, parce qu'il paraît qu'il était joyeux, qu'il faisait des farces, qu'il était drôle, et qu'il était la coqueluche des jeunes filles. Je n'ai jamais vu ce père-là, je l'ai découvert par ma tante. Et j'ai toujours eu peur pour lui, je veux dire, mon père était la figure centrale pour laquelle j'avais peur qu'il meure. Et donc, ça aussi, ça a joué dans la famille. Ma mère a pris les choses après-guerre. Ma mère pensait honnêtement qu'elle allait retrouver ce mari charmant, beau, joyeux. Non, c'était un homme brisé et il n'y avait pas de psychologue à l'époque.
Et donc, quelque part, ça fait partie aussi de ma vision des choses. Une famille, pas comme les autres, mais moi je croyais que c'était comme ça, et que mon père a toujours été comme ça, et que la vie de famille a toujours été comme ça. Sur mon grand-père qui est mort quand j'étais jeune homme, quand je n'avais pas 20 ans, à qui j'ai jamais vraiment parlé. Je parlais pas si bien que ça le français, puis il m'emmenait à la synagogue, ce qui m'emmerdait, puis j'étais intimidé. Et donc j'ai appris à le connaître en discutant avec Evelyne, ce qui fait que c'était pas une perte de temps. Ce que je trouve absolument admirable chez lui, c'est qu'après la guerre, démoli, incapable de repartir du bon pied, plein de ses copains, plein de leur socialité judéo-néerlando-allemande, il vivait d'expédients, n'exagérons rien, mais enfin, il cherchait du boulot, il n'y arrivait pas. J'ai eu des problèmes professionnels dans mon existence, dans le deuil, dans la reconstruction, je perdais du boulot, je faisais comme je pouvais. Tu vas commander, tu vas quémander des piges, tu te fais envoyer chier, tu te colles un peu. J'ai trouvé admirable le fait que mon grand-père, sortant du camp de transit de la Croix-Rouge, où ils avaient fini la guerre, trafique des cigarettes américaines pour aller acheter un vélo à sa fille, ma mère. Que moi aussi, j'ai vécu d'expédients. Je me suis dit, tiens, en fait, dans l'art de la survie, dans l'art de l'avilissement noble, tiens, j'ai quelque chose à dire à ce type-là qui est mort 82, il y a 41 ans, donc 42 ans, 43 ans bientôt. Et en fait, on avait quelque chose à se dire, évidemment, à 20 ans, tu dis pas ça, ce n'est pas l'objet. Mais il y a toujours des figures héroïques, ma grand-mère, et des figures qu'on croit être celles des vaincus. Je crois que les figures vaincues ne sont pas les moins estimables. Et ces cigarettes trafiquées, je les trouve exceptionnelles. J'aurais aimé, j'aimerais, le cas échéant, dans des circonstances analogues, en être capable. Après, c'est vrai qu'il est le personnage qu'on surplombe d'Evelyne, elle en parle infiniment mieux que moi. Moi, ce qui m'est intéressant pendant lequel, c'est qu'à un moment donné, je le regarde, je dis ah, et on se shake un petit peu. Pas mal, Jacob. Il s'appelait Jacob. Le vélo, je l'ai eu. Il était beaucoup trop grand pour moi. C'était un rallye. Et donc, il était tellement fier de moi qu'on m'a posé devant un réverbère et moi sur le vélo parce qu'il était beaucoup trop grand. Mais mon père était, malgré le fait qu'il était pas joyeux, mais il était un roc dans la vie parce qu'il m'aimait inconditionnellement. Je pouvais être en retard et ça le rendait malade, mais il y a des figures, comme tu dis, il m'aimait sans condition, tandis que l'éducation de ma mère était que pour être vraiment aimé, il fallait quand même mériter. Tandis que c'était elle qui avait raison. Elle nous a sortis du camp avec une volonté de faire. Et moi, je suis restée avec elle jusqu'au bout de sa vie. Une des scènes fondatrices d'Evelyne, puisqu'elle ne raconte pas, on est donc à Bergen-Belsen, il y a un échange qui va se faire, donc des juifs porteurs de passeports de pays neutres, donc latino-américains, vont être sortis par la Croix-Rouge et finiront la guerre dans un camp qui s'appelle Bibrach, qui est géré par la Croix-Rouge, et après c'est fini, ils sont sauvés. La minute où Evelyne est entrée à Bibrach, elle a fait des bonhommes de neige, elle a joué, elle a appris à lire, elle a mangé des bananes avec la peau, puis la deuxième fois, elle a su qu'il ne fallait pas manger des bananes avec la peau, ce qui est un apprentissage. Mais donc une des scènes fondatrices d'Evelyne, on a plusieurs autour de son père. C'est son père qui avait été battu comme plâtre par un SS ou par un gardien du camp, qui refuse de se lever parce qu'il est épuisé, il n'en peut plus, pour aller se faire recenser par la Croix-Rouge à l'appel pour pouvoir être dans ce convoi d'évacuation. Et Annie, ma grand-mère, qui avait donné des cours d'anglais à des capots d'origine salonicienne, qui avait participé à la déportation des Juifs de Salonique, puis à qui les nazis avaient remis en gérance la gestion des Juifs à Bergen-Belsen, et qui savait que les anglo-saxons arrivaient et qui voudrait donc apprendre l'anglais. Ma grand-mère, donc, qui a fait toc-toc de son mètre 54 à la porte des capots pour dire si vous avez besoin de cours d'anglais, je suis là, et ainsi elle a obtenu de la bouffe, de la nourriture, des médicaments pour sauver les siens. Ma grand-mère qui a fait mille autres choses qu'elle ne laissait pas oublier. Ma grand-mère, donc, ce jour-là, tape sur son mec, lui hurle dessus pour qu'il se lève et qu'il aille à l'appel, pour qu'il soit recensé par la Croix-Rouge et qu'il soit sauvé. Et le souvenir originel d'Evelyne, c'est que tu la détestes, c'est que tu hurles. Elle m'amène et mon père dit
je n'y vais pas. Il avait été battu, il avait 40 fièvre, ça faisait quelques semaines que ses reins ne marchaient plus du tout. Et moi, qui adorais mon père, je donne des coups de pied à ma mère et en disant tu es méchante, laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Et elle savait très bien, s'il n'allait pas à l'appel, on ne partait pas. Et si on ne partait pas, c'était le typhus et c'était la fin. Et donc, elle m'a envoyé valdinguer littéralement, heureusement, et on a tiré mon père de sa couche et il a été à l'appel. Et ma mère, tout au long de Bergen-Belsen, savait ce qu'il fallait faire pour qu'on s'en sorte. Elle m'a lavé à la pompe, elle et moi, pour qu'on n'attrape pas le typhus qui était transmis par des poux de corps, des poux de terre, de tête, on en avait tous, on était tous couverts, des poux de tête, mais les poux de corps donnaient le typhus, et elle m'a lavé, et elle m'a dit un jour, je t'ai lavé et je me suis lavé pour qu'on reste des êtres humains, et pas des chiens qui ne se lavent plus. Elle a toujours su ce qu'il fallait faire pour qu'on s'en sorte, avec une volonté de faire. Après-guerre, elle pensait que la vie allait recommencer comme avant, mais la vie n'a pas recommencé comme avant, mais elle a fait face. C'était une bonne femme, petite bonne femme, qui faisait... Tout le monde faisait ce qu'elle voulait, mais elle avait un caractère extraordinaire et elle avait su également, elle, avant moi, que les Hollandais se sont tellement mal qu'ils ont été, eux, des coupables. Elle a écrit un livre où elle laisse entendre l'attitude des Hollandais pendant la guerre et après. Et je sais que je l'ai engueulée, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas les Hollandais qui ont fait la guerre, c'est les Allemands qui ont fait la guerre. Mais elle savait. Dans le bouquin, Evelyne compare sa maman à Scarlett O'Hara, ce qui est une comparaison abusive, puisque c'est quand même une odieuse raciste esclavagiste du Sud. Mais la comparaison est valide au sens où ma grand-mère était capable de faire semblant de tomber dans les pommes pour qu'on s'occupe d'elle, tout en étant cette personne de fer, exactement comme Scarlett O'Hara, avec son amour pour Ed Butler et son corset trop serré, mais qui va sortir sa famille d'Atlanta en flammes. Cherchez pas la métaphore, c'est fascinant ce personnage. Il faut lui rendre justice. Sauf que Evelyne a dû se libérer de sa maman et a fait sa crise d'adolescence à 75-80 balais, parce que c'est étouffant les héros. Étouffant. C'est un truc de dingue. Et c'est assez marrant de vivre avec Evelyne, pas tout le temps parce que ça serait épuisant, mais de travailler avec elle et de la voir, de toutes les emprises dont on se libère, le passé, des Pays-Bas, mon papa, sa maman, moi, mais moi je suis souple. Je suis souple, moi. Ouais, Bon, pour en finir, avant de passer à vos questions, une question pour Claude. Dans le livre, vous racontez que l'écriture vous a quelquefois gavé, mais que s'il était arrivé quelque chose à votre mère sans avoir réussi à écrire, vous auriez été foutu. Alors aujourd'hui, vous vous êtes libéré. Libéré. Non, oui, c'est mieux. Non, t'es pas. Ce qui est vrai, c'est que quand on n'arrivait pas à faire le bouquin, je me disais, il ne manquerait plus qu'elle meure. Et là, je vais devoir vivre avec l'idée que je n'ai pas parlé assez avec mon père quand il est mort, je vais vivre avec l'idée que ma femme est morte à 44 ans et stagiaire, on n'a pas suffisamment parlé, même si on a 20 ans de vie ensemble, et ça va faire beaucoup. Elle n'aura pas eu son bouquin, et ça va être de ma faute, et je ne vais pas m'en sortir. Puis si je meurs moi, à la limite, mais bon, voilà, mais ce sont des choses qui s'envisagent, j'ai appris qu'on meurt à tout âge. Et voilà, donc ça existait vraiment. Donc là, c'était pas une blague, c'était des choses que la possible mort de la mienne à 12% et de ma mère à 88%, ça te rassure, était effectivement un truc qui était en surplomb de cette histoire. Comme ça, le bouquin est sorti il y a plus d'un an. She seems to be here. Donc, voilà, ça va. Donc de ce point de vue-là, j'ai une conscience plus tranquille. Est-ce qu'après le fait d'écrire apaise? Disons que ça met les choses en place. Mais mon livre précédent était un livre sur le deuil et sur la double vie. Tu restes endeuillé, tu restes dans des doubles vies, tu restes dans des étonnements sur ce que tu as été capable de faire de ta propre existence, ce que tu as fait aux autres. Mais c'est posé, c'est rangé c'est pas rangé quelque part, c'est pas caché, mais c'est posé, ça existe. Donc
c'est à peu près maîtrisé, apaisé. Mais ce qui était en jeu pour Evelyne depuis toujours, depuis qu'elle a commencé à témoigner, donc en 2015-2016, c'était de parler à l'enfant qu'elle était, de parler de l'enfant qu'elle était, de se réapproprier cette histoire, plus que de témoigner de la Shoah ou du nazisme, c'est ce qu'on se raconte quand on témoigne. Mais avant toute chose, on témoigne pour soi-même, pour récupérer son entièreté. Donc cet enjeu-là, elle l'avait accompli. Après le livre, voilà, c'est quelque chose qui reste. On n'est pas français pour rien, puis il n'y a pas plus français, mais on pense que ça dure. Donc on avait entrepris cela, je lui devais. Elle avait écrit un beau texte très long pendant le premier confinement, à peu près 100 000 signes. Vous avez montré à ma compagne, qui s'appelle Nolwenn Levenec, qui est journaliste et écrivaine également. Ma compagne vivante, son temps. Et elle n'allait pas au bout du truc. Elle n'ouvrait pas les portes. Et en même temps, c'était un très beau texte. C'est des morceaux du texte qu'on a repris en travaillant ensemble. Et donc, c'est mon éditeur, ce monsieur qui s'appelle Christophe Bataille. Je lui ai montré le texte d'Evelyne, espérant m'en débarrasser, qui m'avait dit non, mais en fait, vous devriez faire un bouquin ensemble. Oh, fait chier. D'accord. Et c'est devenu ça. Voilà, donc je lui devais, c'est un ami, je lui devais parce qu'on s'était engagés ensemble. Et on s'est fait du bien en le faisant. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du bouquin, quand on terminait, on avait pris l'habitude de se parler, elle m'appelait toutes les 10 minutes pour me raconter une nouvelle anecdote. Est-ce que tu sais qu'au pas, écouter cette musique? Oui, je sais, il y a des Brahms. Mais voilà, ce genre de truc. Et c'était joli. Donc maintenant, on va mieux tous les deux. Voilà, on va mieux tous les deux. Donc ça, c'est bien. C'est bien qu'on aille mieux tous les deux. Il nous reste de longues années à vivre ensemble. On va passer maintenant aux questions. La première question, dans le public, oui. Vous voulez le micro? Oui, peut-être. Merci pour cette présentation. C'est plutôt des réflexions d'origine bulgare moi-même. Je ne suis pas née là-bas, mais la culture, elle est avec moi. C'est ma langue maternelle. Et j'ai entendu tellement de fois que l'Hollande était ce pays merveilleux qui a sauvé ces Juifs. Je me posais beaucoup de fois des questions sur ce mythe, comment il s'est créé. Parce que de la Bulgarie, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule personne qui était envoyée au camp. Aucune. Donc, il y a des débats aujourd'hui avec la vieille Bulgarie, mais dès la Bulgarie, c'est qu'on décide aujourd'hui qu'on faut dire il n'y a personne. Donc, je me suis posé beaucoup de fois des questions. Comment ces Hollandais ont réussi de créer ce type de mythe pour eux-mêmes, peut-être, mais pour beaucoup d'autres. Et en ce qui concerne le fait qu'ils n'écrivent rien sur la Shoah, etc. Et je me souviens, dans les années 80, j'ai dirigé la recherche dans le centre culturel et le centre pédagogique juif à Paris. Et on avait un paragraphe dans les livres français sur la Shoah. Il fallait se battre pas mal à l'époque pour qu'on puisse avoir un peu plus. Et je pense au film Caché, qui nous fait pour la première fois parler du problème de la colonisation française au Maghreb, vraiment, pour commencer à parler de ce sujet. Et si je peux recommander à quelqu'un d'autre, pas le journal d'Anne Frank, parce que je sais que beaucoup l'ont lu, mais moi, depuis qu'il a été traduit en français, depuis les années 80, il y a Ete Gilsum qui m'accompagne et que je vraiment recommande à tout le monde. Elle est partie donc à l'âge de 26 ans, mais une telle maturité, une telle noblesse d'esprit, et quelqu'un qui est aussi moderne que nous qui sommes ici maintenant. Oui. Oui, j'ai pas besoin du micro, merci. Non, ce qui est un peu curieux. Pardon? Je veux dire, ce qui est un peu curieux dans Je vais donner lui le l'histoire. micro, là. Donne-lui. Merci. J'ai pas votre élocution, vous savez. Donc, il y a quelque chose dans l'histoire qui est curieux, parce que quand
là, dans les années 1500, les Juifs allaient se réfugier en Hollande parce que c'était le seul pays, et Spinoza en est un des témoins, c'était le seul pays qui accueillait les Juifs. Et quel est ce curieux revivrement d'histoire où, avec ce que vous racontez, vous voyez. Et puis il y a autre chose, c'est que je suis allée quand même vivre en Israël. Mon grand-père est allé y habiter en 1947, donc tous les ans nous allions en Israël. Et en 1975, je suis allée en kibbutz pendant un an, et il y avait énormément de Hollandais, comme pour se racheter, qui allaient, c'était mes amis de kibbutz, qui venaient donc travailler au kibbutz et continuer de construire Israël avec, et c'était des catholiques, c'était pas des juifs hollandais, ils n'étaient pas juifs hollandais, ils étaient catholiques, ils n'étaient pas du tout des juifs, mais ils venaient participer à la création du pays. Donc voilà, moi c'était juste cette réflexion avec la Hollande, avec cette différence où à un moment donné ça a été un pays d'accueil, et puis à un moment donné, donc ça c'est une partie de l'histoire, je ne connais pas, ça devient le pays que vous racontez. Pendant la Première Guerre mondiale, pour les Juifs de Pologne, l'arrivée de l'armée allemande est une libération par rapport à l'Empire russe. Il y a des photos où on voit des soldats juifs de l'armée du Kaiser fêter la Pâque juive avec des Juifs de Pologne. Retournement de situation, Hitler avait des camarades de régiment juif. La Pologne, Pauline, si tu te reposeras, était un havre de secours pour les Juifs au moment des grands pogroms du Moyen-Âge. La question qui se pose sur les Pays-Bas, elle est double. Ce que vous racontez sur les années 70, à l'époque, ça faisait partie de ce qu'on nous racontait dans une famille sioniste, de gauche certes, mais sioniste quand même, c'était que la Hollande était beaucoup plus pro-israélienne, je mets des guillemets, autour de la guerre du Kippour, que n'était la France, par exemple, sur la question du pétrole, etc. Parce que la France, gaulliste, parce qu'il y avait un lien avec le monde arabe. Bref, je ne pense pas que ce soit des rachats. Je pense qu'à un moment donné, plein de raisons, voilà, il y a des idéologies dominantes. Aujourd'hui, ce serait moins le cas aux Pays-Bas. Je ne suis pas persuadé, je ne crois pas, je peux me tromper, je ne crois pas que les nazis, en arrivant aux Pays-Bas, ont accompli un rêve secret de la société hollandaise de se simplifier en se débarrassant des Juifs, et donc auquel cas elle aurait consenti et l'aurait accompagné. Juste ça s'est fait. Il n'y a aussi pas la même géographie aux Pays-Bas, il n'y avait pas des endroits où on pouvait se cacher, il n'y avait pas de zones non occupées, comme en France où mon père a vécu à Perpignan, etc. Il faudrait, je ne suis pas historien, je ne peux que constater la douleur de ma mère, les ambiguïtés, les ambivalences, tout ce qu'on raconte, mais résoudre cette question-là que vous posez sans avoir ni l'expérience, ni la culture, etc., me paraît trop rapide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vraie question, mais ce n'est pas le seul pays ambigu. Il n'y a pas eu immédiatement, pratiquement immédiatement, après la création de l'État d'Israël, contre toute une partie de son opinion publique, parce qu'il y avait la Shoah, Ben Gurion décide de faire un pacte avec l'Allemagne démocratique Renaissance, parce que les réparations allemandes vont permettre d'acheter des armes, de développer le pays, de le protéger, etc. C'est un choix politique. L'Arménie renaissante avait des bons rapports, dans un premier temps, avec la Turquie. C'était bien avant tout ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan. Donc il y a des choix politiques, il y a des choix idéologiques, il y a des choix d'État, il y a des choix de survie, il y a des pays qui se transforment, il y a des choses qu'on oublie, qui sont complexes. Donc je ne sais pas. Vraiment, la question, je ne sais pas. Je ne peux que constater, mais des retournements d'opinion apparents, la Hollande n'en a pas l'apanage, n'en a pas l'exclusivité. D'abord, la Hollande a toujours été un pays d'accueil. Les Juifs d'Espagne, de Portugal sont venus aux Pays-Bas. Les Juifs d'Allemagne sont venus aux Pays-Bas en masse quand il y a eu avant que la guerre n'éclate. Et puis ensuite, une fois que la Hollande a été envahie par les Pays-Bas en 3 jours, le pays a obéi. Parce qu'en même temps, les Hollandais sont très obéissants. La reine est partie, son gouvernement est parti, ils sont allés en Angleterre et ensuite ils sont allés au Canada.
et il y avait le nouveau pouvoir, et ils ont obéi. Et en obéissant, ils ont appris. Ils ont également appris l'antisémitisme, ils ont aussi appris ce que ça rapportait. Mais Parce tu que n'as ça pas, rapportait- pardon, Oui. mais tu n'as pas, non, pardon, tu n'as pas souffert d'antisémitisme dans ta jeunesse. C'est pas Non. vrai. Non, Parce que parce non, mais que pardon, je ne savais pas. là on peut s'engueuler un instant. Jamais au lycée, peut-être par une prof de français, et encore c'est parce que tu parlais mal français, c'est arrangé, tu n'as souffert d'antisémitisme. Donc dire de manière lapidaire. Non, je dis Non, dire pendant non. la guerre. Non, quand tu dis de manière lapidaire, pendant la guerre, ils ont appris à devenir antisémites, Oui. ce qui suggérerait qu'il y a une continuité jusqu'à une bagarre récente d'Amsterdam, c'était pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Hollande, où tu as grandi, n'était pas un pays antisémite. Et c'est encore plus vertigineux. Mais elle- La Hollande est un pays d'où sont morts 102 000 juifs, sans qu'on en parle, et qui en même temps n'est pas antisémite. Et ça, c'est horrible. c'est quand Au même- moins, la Pologne était un peu antisémite. Non, mais c'est quand même un acte d'antisémitisme que de demander à des juifs de payer leur électricité tout en niant le fait qu'ils ont été dans des camps. On ne Mais- peut pas dire que c'était mais en- quelque chose de très sympathique. Mais en France, les juifs déportés ne retrouvaient pas parfois, quand ils revenaient leurs appartements, qui avaient été récupérés par des locataires dits de bonne foi, il fallait chercher des résistants communistes pour leur casser la gueule. Mais en Pologne, les juifs qui revenaient des camps étaient victimes de pogroms en 45-46. Ce que je veux dire, c'est que personne n'a été gentil. Ben, c'est Non, comme ça notre vie non, d'habitude. je Hein. vais dire- Voilà, alors maintenant on arrête de faire semblant. Et C'est le- comme ça tout ça. Et le fait que la Hollande était magnifique avec Israël, ça c'était, comme tu dis, politique. Et après-guerre, beaucoup de jeunes de 18 ans sont allés en Israël pour bâtir le pays. Et la Hollande était pour Israël, mais ça c'était également un deal de Ben Gurion avec et Adenauer et avec les Hollandais. Ils ont dit on ne parlera pas trop de ce qui s'est passé pendant la guerre, mais je vous demande aux Hollandais d'être à 100% pour Israël, ce que la Hollande a fait. Quant Pardon, mais le deal avec le gouvernement hollandais, non, avec Adenauer, je connais. Avec Oui. quel gouvernement hollandais? Quand? À quel moment? après-guerre. Vas-y, quand? Non, là on est plus. Mais ils n'étaient pas sur le même point, ils ne parlaient pas du même endroit. On est d'accord? C'était Ne lâche pas, Israël. ne lâche pas, t'as raison, ne la lâche pas. Ah Ne la lâche pas. Là, tu verras. En tout cas, quand l'État d'Israël est né et que une fois que l'Union soviétique n'avait plus de lien avec Israël, ils étaient le premier à avoir reconnu l'État d'Israël, mais après ils n'ont plus reconnu, c'est les Pays-Bas qui représentaient Israël dans l'Union soviétique quand il y avait des problèmes. Donc ça, c'était un truc, c'était politique, c'était pas joli, mais c'était politique. Mais c'est vrai que les Pays-Bas étaient le pays qui accueillait tout le monde et qui en même temps qui ont donné également leurs juifs quand les Allemands étaient là. Mais tu as reconnu tout à l'heure qu'il y a une grève, il n'y a pas eu. Tu as une grève générale à Amsterdam, voulue d'ailleurs par le Parti communiste, où des Hollandais, des résistants hollandais sont fusillés, et le Yad Vashem a proclamé qu'Amsterdam, la ville, faisait partie Parce des que la juifs parmi ville- les nations. oui. Mais donc c'est. Une Ce que je veux fois- dire, c'est que les abîmes de une l'identité fois que hollandaise la après la guerre- guerre. Une fois que la guerre a été, une fois que la grève a été terminée, il est quand même extrêmement embêtant Ah oui. que dans le camp de Fürth, on a recruté, Fürth était un petit village, qu'on a recruté parmi la population des jeunes filles qui ont appris comment gérer un camp de concentration. C'est elles qui ont dû qui ont été là-bas. Ils ont fait un programme, ça s'appelait le programme Dachau, comment gérer un camp de concentration. Et quand Fürth a été démantelé, eh bien les jeunes filles sont rentrées de nouveau chez elles dans leur demeure, et boulangères, crémières et autres, et n'ont pas été poursuivies. Il n'y a pas eu vraiment, à proprement parler, une dénazification aux Pays-Bas. Et des gendarmes et des policiers français gardaient les camps de Drancy, de Beaune-la-Rolande, ce qui ne les empêchait pas parfois d'être en même temps résistants, que la Deuxième Guerre mondiale était un trou absolu. Les gens pouvaient passer de cette phrase de Bernano, oui de Bernano c'est ça,
qu'Hitler avait déshonoré l'antisémitisme, ça prouve bien que l'antisémitisme existait. Je veux dire, je ne conteste en rien ce que tu dis, malgré les apparences. Ce que je veux dire, faire des Pays-Bas un exemple unique, séparé de la France, de la Belgique, où il y avait le mouvement de Rex, de Grelle, et la collaboration flamande, et d'autres pays européens, est absurde. C'est ça ce que je veux dire. En revanche, que ta souffrance à toi, Non. et donc à nous, soit hollandaise, oui. Je suis désolée, mais il y a un chiffre qui est quand même le seul chiffre, à part la Pologne, 75% des Juifs des Pays-Bas ne sont pas revenus. Mais parce qu'aussi, vivant dans les villes, plus facilement, quitter, rafler plus facilement, dans une géographie plus simple et plus atroce. Ça existe aussi. 75%. Oui. Oui, mais au Danemark, Ah, ça, c'est le grand mythe Danemark, qui partent tous en bateau vers la Suède. Et ben, les Danois ont plus de réflexes, mais la Hollande, mais pardon, le Danemark, il y a le Avec roi, très peu. il y a le roi qui porte l'étoile jaune, c'était plus simple. C'est-à-dire, si on commence à faire le concours des pays gentils, des pays méchants, par rapport à, je suis d'accord, hein, mais par rapport à, j'ai appris moi aussi le Danemark, mais si on fait ce concours-là, par exemple, il est de bon ton dans les Juifs d'origine polonaise de considérer que la Pologne était unanimement antisémite. Sauf que la Pologne est le pays qui compte le plus de Juifs parmi les nations. Et de quel droit irais-je aujourd'hui tranquillement dans une salle en France, moi, citoyen français qui vais bien, qui ne souffre pas de l'antisémitisme malgré le bruit médiatique, expliquer aux Polonais qu'ils étaient tous unanimement des salauds. Quand j'étais un jeune homme à peine puceau, plus puceau mais pas depuis longtemps, j'avais expliqué à Vajda, cet immense cinéaste, à quel point son pays était horrible. J'en ai encore honte aujourd'hui. Parce qu'il avait adapté un film d'un grand livre polonais qui s'appelait La Terre de la Grande Promesse, qui racontait l'histoire de Lodz, où il y avait des financiers juifs. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été atroce. Ben oui, c'était atroce. C'était la Shoah, c'était la Deuxième Guerre mondiale. C'était atroce. On a tous vu Le vieil homme et l'enfant, qu'un vieux monsieur antisémite pétainiste cache un enfant juif. Parfois, il ne les cachait pas. La meilleure amie de ma mère a été cachée par des Hollandais pendant la guerre. D'autres ont été dénoncés, dont ma maman. Ça ne dit pas, je suis désolé, ça ne dit Un chiffre de 3 quarts, ça fait beaucoup. mais il ne dit pas que c'est le pays qui les a donnés. Ça dit que l'occupation était plus systématique. Ça dit que l'occupation est plus systématique. Si tu vas chercher, il n'y a pas eu Monseigneur Saliège hollandais. Monseigneur Saliège étant ce saint homme de l'Église qui fait un prêche en défense des Juifs. Mais Saliège est l'honneur de la France. C'est encore autre chose, Il n'y en ça. avait pas au Pays-Bas. Parce que tu n'avais pas la même situation. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de peuple. Il n'y a Il n'y a pas de peuple Il n'y intrinsèquement a barbare. aucun dominé, il n'y a aucun prêtre qui a parlé pour les Juifs. Je t'abandonne des prêtres, mais je ne suis pas persuadé que les cathos n'ont pas donné. Voilà. Oui, juste une, C'est bien, hein? juste une petite question. À quand le deuxième tome? No fucking way. Parce No que- bloody way. Parce No. que quel est l'enjeu là, présentement? On vit- Parce que Il y a plus alors je te réponds, il n'y a plus d'enjeu. On peut en parler en s'engueulant sans qu'il y ait un enjeu douloureux. C'est redevenu normal. Nous ne sommes parfois pas d'accord. Et en fait, on est plutôt d'accord. on est plutôt d'accord. Non, il y avait un enjeu, c'est qu'on ne se connaissait pas. Mais c'est pas une blague. Elle avait 80 balles. Je suis né et Vine avait 64 ans. Donc on a 24, elle ne fait pas, je suis carré. Je vais sur le socle. Je suis né, je vais avoir 72 ans, et Vine avait 24 ans quand je suis né. Donc on a 24 ans d'écart. On ne se connaissait pas. On imaginait des choses l'un sur l'autre. On avait les postures qui sont les postures qu'on a dans une famille. Fais attention à toi, remets ton cache-colle, je suis inquiet, tu ne dors pas assez, fous-moi la paix. Tu ne veux pas enlever ton manteau quand tu viens à la maison. Tu vas te fatiguer en donnant tes conférences sur la Shoah, ce genre de conneries. Mais qui sont justes en même temps. Mais on ne se parlait pas. Donc l'enjeu familial, ou mère-fils, oui ça je suis fils, du livre est accompli. Après, s'il vous plaît, on peut devenir les Kardashians fudge, mais on ne veut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a d'autres enjeux. Mais ça, c'est fait. Et donc, on est capable de s'engueuler sans qu'elle pleure, ni sans que je devienne dingue. Et là, on l'a un peu surjoué, là, mais elle abuse. Charles, Non, en Ah, fait, Isabelle. c'était. Vas-y, Isabelle. Vas-y. Mais et c'était pour dire que il y avait un livre sur Anne Frank et en fait un livre d'historien pour savoir pour mener l'enquête
sur sa dénonciation, la dénonciation de sa famille. Et ça aurait pu peut-être vous mettre un peu au clair par rapport au problème hollandais là-dessus, mais je ne l'ai pas encore lu. Alors, je peux pas vous dire. Et sinon, qui roule en Volkswagen? C'est bien les Volkswagen, oui, l'origine est complexe. Mais non, mais Anne Frank a été dénoncée, il y a eu des dénonciations en France. C'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes rapports. Et encore une fois, je ne suis pas historien. Je suis pas historien. Evelyne n'est pas historienne non plus. Evelyne est quelqu'un qui revisite son enfance et son passé, et qui vous dit des choses qu'elle a redécouvertes avec la véhémence et la sincérité de quelqu'un qui a dû remettre en cause des choses essentielles pour elle. Imaginons que je résiste plus que de raison, pourquoi pas, mais ni elle ni moi n'avons travaillé en historien sur l'histoire de la collaboration et de la résistance aux Pays-Bas et du pourquoi la plus grande pénétration. J'ai des intuitions qui valent ce qu'elles valent. Sur le taux de survie évidemment supérieur des Juifs en France, j'ai des intuitions souvent républicaines ou catholiques d'ailleurs, parce que l'Église joue un grand rôle qui valent ce qu'elles valent. Mais ce que je reproche à ma maman, c'est quand elle dit des phrases générales, les Hollandais sont un peuple qui aime obéir. Waouh! Tu peux dire exactement le contraire du point de vue de l'histoire du calvinisme, de l'histoire de la réforme. Donc il n'existe pas de peuple qui obéisse, sinon la démocratie n'est pas faite pour les Russes, etc. C'est juste ça. Tout le reste est vrai. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est qu'Evelyne, grandissant dans ce pays oublieux, jamais ne souffre d'antisémitisme. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des jeunes juifs polonais, notamment les familles qui retournent construire le socialisme après, où l'antisémitisme va reculminer en Pologne en 1968, c'est après la guerre des 6 jours romans, qui révolte plus ou moins contre le régime. Il y a des campagnes antisémites de l'État polonais, que n'osaient même pas les soviétiques. Et donc ce n'est pas la même histoire. Et en même temps, la Pologne est le pays qui compte le plus de juifs, parce que ça existait aussi. Et en même temps, la résistance polonaise n'intervient pas au secours du ghetto de Varsovie quand il y a l'insurrection, et en même temps, ironique retour de l'histoire, l'armée soviétique n'interviendra pas pour aider la résistance non-juive polonaise qui se soulève à Varsovie en 1944. C'est que le nombre d'horreurs empilées, d'indifférence face aux morts des autres, est incommensurable pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, il a fallu vivre là-dedans. Donc chaque pays a fait comme il pouvait. Nous, on s'est raconté qu'on avait tous été résistants. Oui. Je vais poser une question par rapport au travail de mémoire. Vous dites qu'on essaye d'occulter la Shoah aux Pays-Bas et que les jeunes, dans les programmes, n'ont pas d'enseignement sur la Shoah, proprement dit. Mais les Pays-Bas sont dans l'Union européenne. Quel est le rôle de l'Union européenne pour que ces jeunes connaissent leur histoire, leur passé? Ils connaissent leur histoire. Ils connaissent juste